Nous allons voir maintenant l'algorithme qui permet de faire en sorte d'optimiser les paramètres de poids et d'offset dans notre modèle afin de faire en sorte que la valeur prédite par le modèle se rapproche au mieux possible de la valeur attendue. Et du coup, cet algorithme, c'est ce qu'on appelle l'algorithme du gradient. On va regarder un petit peu comment cet algorithme fonctionne. L'objectif, c'est de minimiser finalement les pertes et donc le coût. Donc le coût qui est calculé comme étant la moyenne des pertes, on va essayer de faire en sorte de minimiser sa valeur, parce que lorsque les pertes sont minimales, ça veut dire que la valeur attendue se rapproche très fortement de la valeur prédite par le modèle. Donc l'idée de l'algorithme du gradient, c'est de regarder comment évoluent les pertes et donc le coût lorsqu'on fait varier les différents poids et les différents offsets. Donc ici, dans l'algorithme, dans les deux formules qui sont données ici, donc qui composent l'algorithme du gradient, W ce sont les poids et BK ce sont les offsets. Donc ici, W représente le poids et ici B représente les différents offsets. Alors WK plus 1, c'est la prochaine itération sur le poids, et WK, c'est l'itération qui a été testée. Et donc l'idée, c'est de tester différentes valeurs de poids, et en prenant en compte les valeurs qui ont déjà été testées. Et comment on va faire pour savoir si la valeur qui a déjà été testée était proche ou non de la meilleure valeur possible? Eh bien, on va venir prendre une fraction de la variation du coût. Et du coup, on va s'éloigner plus ou moins de cette première valeur choisie en fonction de la variation du coût. Et on va faire la même chose pour les poids. On va donc tester plusieurs solutions pour les poids et pour les offsets. Et en fonction des écarts qu'il y aura entre ces différents tests, eh bien on ajustera les poids et les offsets. Et donc comme on s'intéresse à trouver le poids qui va maximiser, euh, qui va optimiser les valeurs et les offsets qui vont optimiser les valeurs, eh bien on va s'intéresser aux pertes en fonction des poids choisis et aux pertes en fonction des offsets choisis. Donc ici, J de W, c'est la fonction qui est définie ici et qui dépend des poids qui sont choisis ici. Et pareil, J de B, c'est la fonction qui dépend des offsets qui sont ici. Et on fait intervenir la dérivée parce qu'on va s'intéresser aux variations. Donc pour mieux comprendre ça, le plus simple c'est de faire un petit exemple. Donc on va considérer par exemple une variation de la fonction de coût J qui varie de cette manière-là en fonction des poids choisis. Donc on va considérer que j'ai une fonction de coût qui varie de manière parabolique au second degré avec les poids que je choisis. Donc ici je vais définir cette fonction-là et je vais la tracer. Du coup, en fait, ici on voit que pour différents poids, eh bien je vais avoir des coûts qui vont être plus ou moins élevés. Donc ce que fait l'algorithme du gradient, c'est que pour une valeur testée, alors, il faut que j'arrive à mettre mon crayon. Voilà, donc pour une valeur testée de poids, par exemple, je vais prendre une première valeur de poids, je vais tester la valeur 0,5. Cette valeur de poids, elle va me donner comme, comme résultat dans mon modèle une certaine valeur de coût. Donc la valeur de coût qui correspond à ce poids-là, c'est la valeur qui est ici. Voilà. Et donc cette valeur-là, ce premier test-là, cette première valeur testée, je vais l'appeler WK. C'est mon premier poids testé. Et puis du coup, je vais prendre la dérivée de la fonction de coût en ce point-là. Et donc la dérivée de la fonction de coût en ce point-là,
la pente qui passe par ce point, elle est comme ça. Et du coup, je vais avoir une certaine dérivée. En l'occurrence, là, la dérivée, elle est positive. Ce que me dit mon algorithme de gradient, quand je regarde la formule qui est ici, c'est de soustraire à la valeur que j'ai choisie du poids, donc au fameux WK, c'est-à-dire de soustraire à cette valeur-là, à 0,5, je vais venir soustraire une certaine quantité de la dérivée à ce point. Et cette certaine quantité que je vais venir soustraire, elle est paramétrable avec la variable alpha. Donc ça peut être 0,2 fois la quantité, 0,1, 2, etc. Donc je vais venir prendre une certaine valeur de la dérivée à ce point, et je vais venir la soustraire au 0,5. Comme ici la dérivée est positive, et bien si je viens prendre une certaine fraction de cette dérivée, et bien en fait mon nouveau point, le nouveau point que je vais tester, il va être inférieur à celui-là, parce que je vais avoir WK moins une certaine quantité de cette dérivée qui est positive. Et donc je vais tomber sur un nouveau point, par exemple ici. Ça sera le prochain point, WK plus 1. Et ce prochain point, WK plus 1, quand je vais le tester, il va me donner une nouvelle perte, des nouvelles pertes et donc un nouveau coût. Et je vais recalculer de nouveau la dérivée à ce point. Là, je l'ai mal fait. Et la dérivée qui est à ce point, elle est un tout petit peu plus petite que la dérivée précédente, mais elle est toujours positive. Et donc du coup, le prochain point que je vais tester, eh bien ça sera une certaine petite quantité de cette dérivée que je vais venir soustraire à WK plus 1. Et donc comme ça, je vais aller chercher un autre point précédent et je vais venir tester ce point-là. Ça sera WK plus 2. Et puis petit à petit, comme ça, je vais descendre. Tant que ma dérivée est positive, en fait, je vais aller prendre des valeurs plus petites de WK. Puis à un moment, je vais passer de l'autre côté. Et quand je vais passer de l'autre côté, eh bien, par exemple pour cette valeur de W, cette fois-ci la dérivée, elle va être négative. Cette fois-ci la dérivée est négative. Ce qui fait que dans mon algorithme de gradient, au lieu de soustraire une petite fraction à ce point W ici, eh bien je vais additionner une petite quantité. Et comme je vais additionner une petite quantité, eh bien je vais repasser dans un nouveau point qui est là. Et du coup, on voit qu'on va venir osciller petit à petit autour d'un point central. Et ce point central, ça va être le point optimum à trouver. Donc ça va être le poids qu'on cherche pour optimiser notre algorithme, donc pour minimiser le coût. Alors ici, on peut voir l'intérêt de choisir correctement la fraction que je vais prendre de ma dérivée. Si je choisis de prendre une grande fraction de ma dérivée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais partir d'un point. Je vais choisir un premier point d'essai pour mon poids ici. Je vais m'apercevoir que ma dérivée est positive. Si je prends une grande fraction et que je soustrais à 0,75 une grande part de la dérivée, eh bien je vais faire un grand saut ici par exemple. Et mon nouvel essai, ça sera à ce point-là. Si je prends encore une grande part, je vais faire un grand saut, je vais atterrir là. Et puis après, je vais revenir là, etc. Et si du coup, si du coup toutes les fractions que je prends sont importantes, ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais osciller tout le temps autour du minimum. Je vais pas arrêter de sauter d'une zone à l'autre. Et jamais je sauterai pile au milieu de la valeur que je devrais obtenir. Et ce facteur-là, en fait, donc là, c'est le facteur alpha qui est ici, qui détermine la fraction que je prends. Ce facteur-là, on appelle cela le taux d'apprentissage. Si je prends un taux d'apprentissage qui est beaucoup plus petit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce cas-là, quand je vais prendre mon premier point ici, là, je vais avoir une première dérivée positive. Je vais prendre une petite fraction de cette dérivée et je vais le soustraire à ce point-là. Et du coup, je vais faire un petit saut ici. Et puis petit à petit, je vais faire des petits sauts. Voilà, et je vais arriver petit à petit vers 0, enfin vers ma valeur optimale. Et puis bien sûr, à un moment, là par exemple, je suis à cet instant-là, je fais des petits sauts, je vais passer de l'autre côté, et puis je vais revenir au milieu. Mais comme je fais des petits sauts, des petits essais, je vais vraiment venir osciller autour de la valeur optimale, et je vais pas louper ma valeur optimale. Donc en fait, si je choisis un taux d'apprentissage alpha qui est trop grand, je risque de passer à côté de la valeur optimale
parce que je vais osciller autour de la valeur optimale. Et du coup, il faut choisir un taux d'apprentissage qui est pas trop grand. Par contre, si je prends un taux d'apprentissage qui est petit, j'ai de grandes chances d'arriver à mon minimum. Mais l'inconvénient, c'est que ça va être beaucoup plus lent. Il va y avoir beaucoup plus d'itérations, beaucoup plus de calculs. Et donc on a un compromis à trouver sur le taux d'apprentissage pour faire en sorte que les calculs soient à la fois assez rapides et à la fois assez précis pour pas louper le coche et pas louper la valeur minimale. Donc on va regarder ce que ça donne sur un exemple d'algorithme. On va partir de on va considérer que la fonction de coût, elle a cette forme-là. Et comme on fait intervenir la fonction par rapport au poids, elle a cette forme-là, et comme on fait intervenir la dérivée, et si on calcule la dérivée de ça, ça fait 2w plus 1,5. Et donc du coup, la dérivée qui est ici, eh bien, on va la rentrer dans un programme pour pouvoir la faire intervenir dans l'algorithme de gradient. Et donc là, dans cette petite algorithme, je vais définir mon premier essai, donc mon premier poids à 0. Je vais définir un taux d'apprentissage de 0,8. Je vais définir la dérivée par rapport à W comme étant 2 fois W plus 1,5, ce qui correspond à ce qu'on a calculé juste au-dessus ici. Et puis, je vais venir répéter plusieurs fois mon algorithme de gradient. Et donc mon algorithme de gradient va d'abord aller récupérer la dérivée du poids qui est en cours de test, et puis du coup, cette formule-là va appliquer la formule qui est ici, la formule de l'algorithme du gradient. Donc là, je vais tester l'algorithme du gradient sur la bonne recherche du poids optimum. Donc je devrais trouver un poids optimum qui se trouve autour de 0,25. Donc si je prends un taux d'apprentissage de 0,8, on va regarder ce qui se passe, eh bien il me trouve le point minimum ici, sans problème, il me dit que à ce point-là la dérivée est nulle, donc si la dérivée est nulle, c'est bien que c'est le minimum de ma fonction, et donc j'ai trouvé mon point qui est à moins 0,25. Ça se passe très bien. Si par exemple je prends un taux d'apprentissage de 1,8, qu'est-ce qui va se passer? Là, il n'a pas du tout réussi à calculer parce que le taux d'apprentissage est beaucoup trop grand. Donc si je le redescends et que je le mets à 1,0 par exemple. Ici, il m'a trouvé un point qui n'est pas le point optimum, parce que mon taux d'apprentissage est encore trop grand. Mais donc il n'a pas réussi à converger vers le minimum. Et donc a priori 0,8 c'était une bonne valeur. Si je mets 0,9, il se rapproche, mais la dérivée vaut 0,02, elle est toujours pas nulle. Donc 0,9 c'est encore un petit peu trop grand. D'accord. Donc là le taux d'apprentissage optimum a priori c'est 0,8. Ça fonctionne très bien pour 0,8. Bien sûr si je mets 0,1, ça fonctionnera aussi très très bien. Il n'y aura pas de souci. Euh, Sauf oui. Alors là en fait j'ai 0,02, j'ai pas 0 parce que comme j'ai un taux d'apprentissage de 0,1, et bien 15 itérations c'est pas suffisant. Comme le taux d'apprentissage est très petit, il lui faut plein d'essais pour tomber finalement sur la bonne valeur. Donc là par exemple il faut que si je mets 10 fois plus d'itérations, finalement là il va bien trouver la bonne valeur. Donc ce petit exemple montre bien qu'on a un compromis à faire entre un taux d'apprentissage assez élevé pour que ça converge rapidement, pour éviter de faire trop d'itérations. Et si je mets un taux d'apprentissage plus grand, eh bien j'ai moins besoin de faire d'itérations pour obtenir mon minimum. Mais en même temps, j'ai des risques de décrocher et de ne pas converger vers la valeur attendue. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est que on calculera l'algorithme à implanter lorsqu'on utilise d'une manière générale cette fonction de perte ici. Parce que en fait on ne connaît pas l'allure de ces fonctions de coût. Ici j'ai fait un exemple avec une parabole, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et donc c'est une inconnue. Et donc va falloir trouver un algorithme qui permette d'utiliser cet algorithme du gradient lorsque la fonction j ici est une fonction inconnue. C'est ce qu'on fera la prochaine fois.